coup, mon cœur, je sais pas trop comment commencer ça, mais en gros, je me disais, euh, j'ai pas eu le temps de te filer le livre de Salomé Saké, c'est Résister, et je sais que tu l'aimes bien en plus, et je sais à quel point t'aimes bien m'entendre te raconter tes histoires avant de dormir. Le truc, c'est que des fois, ça prend un peu de temps, voilà, et je peux pas tout le temps être là. Et du coup, je me suis dit, que j'allais te faire une petite lecture, voilà. Comme ça, on lit ensemble, tu lis avec ma voix. Et en plus de ça, t'auras pas à le lire. Ce serait cool, non? Donc là, je suis à mon bureau. On est le 2 juillet. Et j'ai une petite bouteille avec moi. Tu vois bien, c'est chill. Et puis voilà. Je t'aime très fort, mon cœur. Je vais essayer de lire ça le mieux possible. Désolé si t'entends des fois des bruits. Ou des fois, je m'arrête pour reprendre mon souffle, quoi. Ok, commençons. Alors, Résister. Salomé Saké aux éditions Payot. Introduction. Une balle dans la nuque. C'est ce que préconise le site d'extrême droite Réseau Libre pour se débarrasser des fouilles-merdes, entre guillemets bien sûr. Journalistes, avocats et syndicalistes méthodiquement identifiés dans une liste noire largement diffusée de personnes à abattre. Je n'étais pas surprise d'y figurer. Cette menace publique venait s'ajouter à d'autres plus ciblées. Une plainte collective a été déposée, mais l'information n'a pas suscité d'attention médiatique ou politique particulière. Et pour cause, depuis quelques années, les menaces de mort et appels à tuer des membres de la société civile émanant de sites d'extrême droite se multiplient. Les spécialistes de ce courant sont peu à peu accoutumés à ces techniques mafieuses d'intimidation, à l'image d'Edu Plenel, le fondateur de Mediapart, c'est le mec avec la petite moustache là, Pierre Plotu, journaliste d'investigation pour Libération, ou Jafar Ait Aoudia, gravement menacé, ou Jafar Ait Aoudia si tu préfères, gravement menacé dans le cadre de l'une de ses enquêtes sur un candidat du Rassemblement national. Idem pour la journaliste Nassira El Moaddem, ou Nassira El Moaddem, présentatrice d'arrêt sur image, submergée d'insultes racistes et de menaces jusqu'à son domicile au printemps 2024. Même sort pour les journalistes Karim Rissouli, présentateur de C'est ce soir et de En Société sur France 5. Et Mohamed Bouhafsi, chroniqueur de C'est à vous sur France 5 et co-présentateur du 20h22 sur France 2. Tous deux victimes de vagues d'insultes racistes et de menaces de mort pendant la campagne des dernières élections législatives. Pas étonnant donc que Mathieu Mollard, le rédacteur en chef du site d'information Street Press, ait fait le choix de consacrer une partie significative du budget de ce média indépendant qui enquête sur l'extrême droite en mesure de sécurité, à la suite des menaces reçues par l'ensemble de sa rédaction. Là encore, pas de tollé médiatique ou de politique malgré les dangers démocratiques que représentent ces entraves à la liberté d'informer. Les avocats ne sont pas épargnés non plus. Deux points. Mireille Damiano, Lucie Simon, Arié Halimi ou encore David Metaxas dénoncent depuis des années les menaces de mort qu'ils reçoivent de la part de l'extrême droite. De même, chez les militants, moins médiatisés, mais tout autant menacés, voire agressés, à l'image des membres de SOS Racisme par exemple, et de certains activistes et élus, plus largement. Si les personnalités dans le viseur des islamistes radicaux sont à raison soutenues collectivement et souvent mises sous protection policière, comme la journaliste Ophélie Meunier en 2022 par exemple, la société civile et les institutions paraissent bien moins réactives lorsque le danger vient de l'extrême droite. Et ce, en dépit d'une montée en puissance inquiétante depuis plusieurs années, au point d'être devenu le deuxième risque terroriste sur le sol européen, selon Europol. La menace est donc là, tristement banale, commune, si bien que nous, journalistes qui travaillons sur le sujet, l'avons intégrée dans notre quotidien. Voilà bientôt 10 ans que j'exerce dans les médias. C'est peu. Et pourtant, tout a changé en une décennie. Parler d'inégalité sociale ou d'urgence climatique est désormais perçu comme un acte militant. Couvrir une simple manifestation équivaut aujourd'hui à prendre un risque physique et juridique. Et diffuser son travail peut exposer à de sérieuses menaces. En revanche,
Applaudir la flambée de la bourse, parler de wokisme ou de crise migratoire en France, c'est neutre. Si en 2 ans, le nombre de bulletins pour l'extrême droite a explosé, la victoire la plus écrasante ne se déroule pas dans les urnes, mais dans les esprits. Usés par la peur, l'intolérance et la haine, les piliers de la République, liberté, égalité, fraternité, s'érodent et peuvent voler en éclats à la faveur d'une crise économique, politique ou informationnelle. C'est le résultat d'un travail long, insidieux, mais terriblement efficace qui mène au réveil brutal et stupéfait d'une partie des Français. Un soir de premier tour. Une nouvelle fois contrainte au barrage suite à la percée sans commune mesure de ces idées qu'on croyait marginales. Mais jusqu'à quand tiendra-t-il, ce barrage fissuré? En une vingtaine d'années, on est passé de l'impensable à l'inéluctable, en glissant de l'inadmissible au tolérable. La menace que l'extrême droite fait peser sur la démocratie et les valeurs de ce pays est pourtant bien réelle. Il est temps d'en prendre conscience collectivement et vite pour pouvoir agir, parce qu'il est encore temps de résister à ce rouleau compresseur. Il est encore temps de mettre en place une véritable résistance civique, parce que défendre des valeurs humanistes ne devrait pas être une extravagance ou l'apanage d'une poignée de militants criminalisés. Ce pourrait être la norme, comme ce le fut pendant des années, parce que les heures les plus sombres de notre histoire devraient nous avoir appris qu'on ne peut pas faire l'économie des valeurs de tolérance et de respect qui constituent le socle de notre démocratie. Je ne me prononcerai jamais de cette façon contre un autre courant politique, c'est parce que l'extrême droite n'est pas une formation comme une autre, parce qu'on ne revient pas d'un tel régime, parce que son arrivée au pouvoir constitue une véritable bascule que j'écris ces lignes. À toutes fins utiles, je précise que je n'écris en soutien à aucun parti politique. Je m'appuie sur des éléments historiques, sociaux et géopolitiques pour mettre en évidence les dérives auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Si cette analyse porte sur le danger que représente l'extrême droite, elle n'exempte aucunement toutes les autres parties de faire une sévère autocritique et d'identifier leurs responsabilités dans la déroute intellectuelle et morale à l'œuvre. Je veux simplement faire mon travail de journaliste, documenter l'histoire, le programme et l'action de l'extrême droite, qui, en dépit de ses affirmations, n'est pas juste un courant politique comme les autres. Expliquer comment elle mène une bataille culturelle redoutable et pourquoi ces idées qui infusent dans la sphère publique sont incompatibles avec les valeurs républicaines. Démontrer pourquoi, si une forme de résistance collective ne se développe pas rapidement, nous ne risquons non pas de faire élire le RN et ses alliés, mais carrément de franchir un point de bascule vers un régime mettant nos libertés individuelles en péril. Et parce que mes recherches ont aussi pour but de proposer des modes d'action à tous ceux qui se sentent démunis et impuissants dans la situation actuelle. J'esquisse des pistes de gestes et des réflexes qui, à plus ou moins grande échelle, peuvent participer à refonder le vivre ensemble et protéger la démocratie. J'ai l'audace de croire que ce n'est pas de l'idéalisme que liberté, égalité et fraternité ne sont pas des signifiants vides de sens sur les façades de nos mairies, que la France est un pays où l'on défend la démocratie et l'information, pas un pays où on met une balle dans la nuque des journalistes. Et voilà, c'était l'introduction. Recoucou. Alors, on a fini l'introduction. Je sais pas trop si je vais poster ça en plusieurs petites vidéos selon les chapitres et le chapitrage, ou alors si je vais tout poster en un seul bloc. Donc dans le doute, recoucou, et bienvenue pour le prochain chapitre. Et puis, installe-toi bien. J'espère que le son va pas saturer ou que je vais pas devoir refaire la prise. Et puis voilà. Alors, le chapitre s'appelle Le danger qui vient. Sous-chapitre 1. Qu'est-ce que l'extrême droite en France? Citation de Françoise Giroud. Ouvrez les guillemets. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui? Vous croyez ?» Il ne faut rien exagérer. Et puis, un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Françoise Giroud, fin de citation. Avant toute chose, il faut rappeler ce qu'est l'extrême droite. Les définitions varient, mais voici les critères que je propose pour la définir en me basant sur les travaux de plusieurs chercheurs spécialistes sur le sujet. L'extrême droite repose sur un nationalisme exacerbé associé à une tendance autoritaire qui défie les principes démocratiques. Elle utilise une rhétorique populiste souvent teintée de théorie du complot.
pour opposer le peuple aux élites, tout en rejetant l'immigration et la diversité culturelle. Cette mouvance prône également un retour aux valeurs traditionnelles. En France, il existe plusieurs courants qui vont du Rassemblement national, en passant par le Parti Reconquête, jusqu'aux groupuscules les plus violents. Dans ce livre, je fais référence à toutes ces mouvances d'extrême droite, en portant une attention plus particulière au Rassemblement national, qui est aux portes du pouvoir. Si ce dernier refuse la bannière extrême, comme quasiment tous les partis d'extrême droite dans l'histoire, rappelons que le Conseil d'État a statué sur la question en mars 2024 en affirmant que le Rassemblement national appartenait bien à l'extrême droite. Il faut préciser ici que ce n'est pas le juge administratif qui décide arbitrairement quel parti ou non est d'extrême droite. Celui-ci ne fait que tirer les conséquences de l'histoire du parti et de ce qu'il défend pour acter l'appartenance à un parti d'extrême droite. En l'occurrence, le changement de nom du Front National en 2018 n'aura pas suffi à faire évoluer la politique et les projets de ses membres. Voici donc quelques faits sourcés et recoupés sur l'histoire et l'ADN de ce parti qui pourrait arriver au pouvoir dans les années à venir. Une histoire controversée et à jamais désavouée. Faut-il encore le rappeler? Visiblement, oui. Le Rassemblement national est un héritage politique du pétainisme qui tire son nom du maréchal Pétain, qui fut à la tête du régime autoritaire de Vichy pendant l'occupation entre 1940 et 1944. Porté par la devise « Travail, famille, patrie ». Le Front National, ou FN, ancien nom du RN, a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen et quelques autres figures ayant eu des fonctions au sein du même régime de Vichy et dans les milieux collaborationnistes de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, on peut notamment citer Léon Gaultier, un ancien Waffen-SS, membre de la division Charlemagne, une unité composée de volontaires français engagés aux côtés de l'Allemagne nazie, et François Brignot, ancien milicien, pétainiste, sans oublier Pierre Bousquet, ancien membre de la Waffen-SS également, puis d'un réseau clandestin d'anciens nazis après la guerre. À sa création, le FN est une alliance hétéroclite entre groupuscules d'extrême droite néofascistes, collaborationnistes et plus généralement nostalgiques d'une France colonialiste qui refuse les bouleversements culturels de la fin des années 1960. Une sorte d'amicale d'anciens nazis, en somme. De l'histoire ancienne, me direz-vous? Pas vraiment, car le RN n'a jamais entièrement rompu avec ce passé. En 2012, Marine Le Pen participe à un bal néo-nazi, co-organisé par une corporation interdite aux juifs et aux femmes. En 2017, elle refuse de reconnaître la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Encore plus récemment, en 2023, la présidente du RN et son bras droit, Jordan Bardella, nient à plusieurs reprises l'antisémitisme avéré du FN et de son fondateur, Jean-Marie Le Pen. Ce dernier ayant pourtant qualifié les chambres à gaz de, je cite, « point de détail », un propos ouvertement négationniste auquel il conviendrait d'ajouter ces tristement célèbres blagues antisémites pour lesquelles il a été régulièrement condamné par la justice. Le Rassemblement national est donc un parti historiquement antisémite qui n'a jamais complètement désavoué son héritage, puisqu'il refuse encore de condamner publiquement ses figures fondatrices. À ce sinistre patrimoine s'ajoute une longue liste de positions antiprogressistes et antidémocratiques. Racisme et nationalisme à tous étages. Comme le soulignait le syndicat des avocats de la France dans le contexte des législatives de 2024, l'étranger n'est jamais considéré autrement que comme un chiffre dans la rhétorique de l'extrême droite, ce qui participe, ouvrez les guillemets, d'un processus de déshumanisation qui n'est qu'une des facettes du fascisme, fermez les guillemets. Le parti s'est toujours opposé à l'intégration des personnes immigrées qu'il considère comme non assimilées. En ce sens, son programme en matière de droit des étrangers est clair. Remettre en cause la stabilité du droit au séjour, faciliter les expulsions, restreindre l'accès au groupement familial et à la nationalité française, entraver le droit aux allocations familiales et à l'aide médicale d'État. L'idéologie portée par le Rassemblement national opère une distinction entre les citoyens en fonction de leur origine, dessinant en creux une identité nationale et éthique et culturelle. Le concept de, ouvrez les guillemets, préférence nationale, devenu à la faveur de la dernière campagne Priorité nationale, incarne cette volonté de privilégier les citoyens français, dits de souche, au détriment des citoyens immigrés
ou issus de l'immigration, notamment en interdisant aux citoyens binationaux l'accès à des postes stratégiques dans la fonction publique. Plus brutal encore, la toute récente remise en cause du droit du sol, instaurée depuis 1515, marque une rupture sans précédent avec les fondements de la République française. Pardon. Le régime de Vichy lui-même ne s'étant pas permis de remettre en cause ce principe. Enfin, si l'extrême droite n'est pas le seul courant politique à compter dans ses rangs des personnalités ayant eu des propos racistes, elle bat incontestablement le record dans ce domaine. Lors de la campagne pour les élections législatives en juin et juillet 2024, Mediapart a établi qu'au moins 106 de ses candidats avaient tenu des propos racistes, antisémites, complotistes ou haineux par le passé. 26 d'entre eux ont été élus. Parmi eux, Christophe Benz, qui considère que, je cite, distinguer des races est un travail de bon sens. Fermez les guillemets. Ce qui disqualifie aussi de, je cite, travail scientifique, à quelques très rares exceptions. Ces candidats n'ont jamais cessé d'être soutenus par les partis, malgré les scandales nés de leurs propos haineux et décomplexés. Je vais prendre une petite pause, boire un peu d'eau. Hop. Une menace pour les droits des femmes et pour les personnes LGBTQIA+. De nombreuses propositions du RN sont considérées comme inconstitutionnelles parce qu'elles entrent en contradiction avec le principe d'égalité ou encore le principe de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées. L'extrême droite a toujours été rétrograde en matière des droits des femmes et des minorités. Si Jordan Bardella a publié une vidéo en juin 2024 où il se targue de, ouvrez les guillemets, garantir de manière indéfectible, fermez les guillemets, les droits et libertés de toutes les femmes de France, de nombreux élus du Rassemblement national restent farouchement opposés à l'avortement. Curieuse conception du combat féministe. Les députés RN Hervé de Lepinot et Christophe Benz, encore lui, ont par exemple tous deux comparé l'avortement à un génocide, voire à la Shoah. Laure Lavalette a de son côté signé dès 2014 un engagement visant à abroger à terme la loi sur l'avortement, et ils ont tous les deux été réélus en... Ok, alors, ça va être compliqué à expliquer, là c'est Juba qui parle. En gros, là il y a une phrase de Salomé Saké où il y a écrit « Et ils ont tous les deux été réélus en 1950 ». Sauf que le 1950 est barré, et il y a écrit 2024 à côté. En mode, la vanne c'est que on croit qu'ils ont été élus en 1950 tellement leurs idées sont anciennes. C'est pas drôle d'expliquer ça, putain. Mais c'est cool. Le livre est vraiment bien fait, il est bien écrit. Je reprends. Et ils ont tous été réélus en 1950 barré 2024. Ces positions surprennent peu lorsqu'on se rappelle que Marine Le Pen dénonçait encore en 2012 que les avortements de confort, que ce soit... Ah oui, les avortements de confort, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, le parti est réfractaire à la majorité des avancées sociales, lutte contre le harcèlement sexuel, contre les violences sexistes et sexuelles, ou encore accession des femmes à des responsabilités dans la fonction politique. Autre atteinte au principe d'égalité, le traitement réservé aux membres de la communauté LGBTQIA+, le FN, Front National donc, a longtemps tenu une position clairement homophobe à travers son fondateur Jean-Marie Le Pen, et s'est sans surprise positionné contre le mariage pour tous, jusqu'en 2017, avant d'assouplir son programme devant l'acceptation sociale croissante des couples de même sexe. Au niveau européen, le parti refuse de voter pour la quasi-totalité des textes visant à protéger les personnes LGBTQIA+. En parallèle, les personnes transgenres semblent faire les frais de ce glissement. Discours haineux et attaques physiques à leur encontre se multiplient. Symptôme de la raideur du parti sur ces questions, le RN a créé en 2023 une association parlementaire pour contrer le poison wokiste, la propagande LGBT à l'école ou encore la menace transgenre dans le sport féminin. Une priorité politique, assurément. La presse sous pression. L'hostilité assumée de l'extrême droite vis-à-vis d'une partie de la presse et de certains journalistes n'est plus à démontrer.
Si la liberté d'informer est déjà mise à mal à bien des égards, aucun parti politique ne violente les journalistes comme l'a fait Marine Le Pen. Le reporter politique Paul Larouturou, carrément. Le reporter politique Paul Larouturou en a fait les frais en 2017. Avant lui, les journalistes de Canal+ avaient été molestés, carrément, par Bruno Gollnisch, alors eurodéputé FN, lors d'un défilé FN en 2015. Le RN a par ailleurs été longtemps le seul parti à sélectionner les journalistes autorisés à couvrir ses conférences de presse et ses meetings avant que ce comportement jadis jugé attentatoire à la liberté de la presse ne se généralise. Sans surprise, le RN a annoncé la privatisation rapide du service public de l'audiovisuel en cas d'arrivée au pouvoir. La mission de ces derniers étant notamment d'assurer la diffusion d'une information indépendante, mais aussi de soutenir le journalisme d'investigation. Enfin, les journalistes sont plus que jamais menacés par certains militants d'extrême droite, comme le dénonce en 2024 juin Pavol Zalai, le responsable Europe de Reporters sans frontières, à propos des listes de journalistes à abattre évoquées en introduction. Longue citation, ouvrez les guillemets. Avant, ce genre de liste circulait sur les réseaux sociaux, un peu sous le manteau. Personne ne les revendiquait. Je fais ce travail à RSF depuis 4 ans et je n'ai jamais vu des militants employer des méthodes aussi frontales. On sent bien qu'un sentiment de puissance est à l'œuvre à l'extrême droite depuis les percées électorales du Rassemblement national. S'il ne s'agit encore en France que de menaces, le Front National ayant toujours été un parti politique d'opposition, ce réjouissant programme a été appliqué au moins pour partie Ah, j'arrive pas à parler. Je refais, excuse-moi. S'il ne s'agit encore en France que de menaces, le Front National ayant toujours été un parti politique d'opposition, ce réjouissant programme a été appliqué au moins pour partie dans les différents pays européens qui se sont engagés sur la pente glissante de l'autoritarisme. Okay. L'extrême droite a déjà fait ses preuves en Europe. Pendant la campagne des législatives 2024, le RN s'est bien gardé d'afficher toute proximité avec des régimes autoritaires, mais il aura fallu moins de 24 heures après le deuxième tour pour sceller son alliance au Parlement européen avec le parti autoritaire hongrois de Viktor Orban. Ce rapprochement s'est inscrit dans le cadre des collaborations de longue date du RN avec des partis infréquentables, Marine Le Pen rêvant de créer une grande coalition des extrêmes droites européennes. Sa proximité avec l'Italie de Giorgia Meloni, je l'ai bien dit ou pas? Giorgia Meloni. La Hongrie de Viktor Orban et la Pologne de Mateusz Morawiecki est révélatrice dans ses intentions. Dans les 3 pays en question, l'arrivée de l'extrême droite a entraîné quasi immédiatement un affaiblissement des contre-pouvoirs institutionnels, notamment via des attaques en règle contre la justice et l'indépendance de la presse. Ces 3 pays se sont enfin largement attaqués aux droits et aux libertés individuelles à travers des politiques anti-migratoires, anti-féministes et anti-LGBTQIA+. Prenons l'exemple du recul du droit à l'avortement. L'Italie autorise désormais les groupes anti-IVG à entrer dans les cliniques pour dissuader de recourir à cette pratique. La Hongrie force les femmes à écouter des battements de cœur du fœtus avant toute intervention médicale. Quant à la Pologne, elle ne s'est pas embarrassée outre mesure du droit de la femme à disposer de son corps et a tout bonnement interdit l'interruption volontaire de grossesse, s'agissant des personnes LGBTQIA+. Le Premier ministre hongrois les considère désormais comme des ennemis de l'intérieur et leur interdisent d'adopter ou de faire inscrire un changement de sexe à l'état civil, jusqu'au simple fait d'évoquer ce sujet dans l'espace public ou scolaire. Dans une logique similaire, la Pologne a entravé l'accès à un tiers de son territoire aux personnes LGBTQIA+, en déclarant certains espaces zones anti-LGBT. Le recul des droits des familles homoparentales a également été constaté en Italie. Mince aperçu des dégâts que peuvent faire ces gouvernements que Marine Le Pen soutient depuis des années. Enfin, pour deviner la réalité des convictions derrière le vernis policé du RN,
Le journal Le Monde a analysé ces votes au Parlement européen sur une période de 5 ans. Le résultat est glaçant. Un soutien récurrent à des régimes autoritaires, Russie, Biélorussie, Égypte, Hongrie, Pologne, Chine, Émirats. Un silence assourdissant face à la peine de mort et aux sévices infligés aux opposants politiques, et une indifférence manifeste aux violations des libertés fondamentales. Les centaines de décisions des eurodéputés du RN à Bruxelles et à Strasbourg dessinent une vision politique beaucoup plus assumée et donc extrême qu'à l'Assemblée nationale, où de telles prises de position ne manqueraient pas de provoquer un tollé général. Les dictatures émergent des démocraties. À ceux qui seraient tentés de considérer notre pays comme vacciné du risque autoritaire du fait du précédent de la Seconde Guerre mondiale, cet exemple nous montre, au contraire, que nous ne sommes jamais à l'abri d'un progressif et régulier, suivant le processus légal, basculement dans un régime totalitaire. Lors d'un colloque organisé par les syndicats des avocats, lors de la magistrature et des journalistes, Evelyne Sirmarin, présidente de la Chambre honoraire et membre de la Ligue des droits de l'homme, observait, longue citation, ouvrez les guillemets. La nomination de Hitler comme chancelier en 1933, puis les textes votés par Reichstag se sont très bien accommodés des dispositions de l'état de droit allemand issu de la République de Weimar, tout comme la violence politique du nazi s'est accompagnée pas à pas de la légalité constitutionnelle allemande. Fermez les guillemets, fin de citation. Ceux qui se disent de toute façon l'extrême droite ne pourrait pas aller aussi loin en France parce que nous sommes protégés par notre contre-système législatif semblent oublier que la Constitution, qui aujourd'hui protège nos droits et libertés, est malheureusement toujours susceptible d'être interprétée, contournée et dévoyée. Car si l'extrême droite venait à accéder au pouvoir, elle pourrait tout aussi bien décider de gouverner par voie réglementaire, en promulguant des décrets-lois usurpant ainsi le pouvoir législatif au Parlement, en recourant systématiquement à la motion de censure provoquée, ou en ayant recours aux lois exceptionnelles de l'état d'urgence pour une durée illimitée. Il lui serait également possible d'entraver le travail législatif de l'Assemblée par l'utilisation répétée de son pouvoir de dissolution, ou en retardant la promulgation de lois en demandant systématiquement en amont un contrôle de constitutionnalité. En procédant de la sorte, l'exécutif pourrait s'affranchir du contre-pouvoir que constitue le Parlement, ouvrant ainsi la voie à une potentielle dérive. Le Rassemblement national entend d'ailleurs affaiblir l'autre contre-pouvoir de notre régime démocratique, à savoir le pouvoir judiciaire. Pierre Gentillet, avocat de profession et candidat aux législatives anticipées de 2024 sous la bannière du RN, évoquait en juin 2024 sur le plateau de TV de Liberté la possibilité de mettre au pas le Conseil constitutionnel en modifiant sa composition ou en le supprimant. Même traitement pour le reste de la magistrature, dont le RN entend modifier les conditions de recrutement. Rappelons qu'une fois au pouvoir, le Rassemblement national peut aussi diriger les forces armées et les utiliser à des fins politiques sur les territoires nationaux, réprimer des mouvements sociaux contestataires et accorder la grâce présidentielle, contournant ainsi le système judiciaire pour éviter des poursuites politiques à ses membres et alliés. Sans faire un parallèle direct entre la montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930 et la percée sans précédent du Rassemblement national en France en 2024, on peut néanmoins noter que ces deux séquences historiques ont de nombreuses caractéristiques en commun. Un pays traversant des crises multiples, un parti capitalisant sur les frustrations d'une frange de la population avec la désignation d'un bouc émissaire comme responsable de ces maux, et des institutions fragilisées dont la reconfiguration serait possible dans le cadre d'un renforcement conséquent du pouvoir exécutif. Johann Chapoutot, historien spécialiste du nazisme, le rappelait dans l'émission Au Poste du 12 juin 2024. Longue citation, ouvrez les guillemets. On nous rassure en nous disant qu'ils ont changé. Oui, mais enfin, on le disait déjà dans les années 30, qu'en quelques mois, les nazis allaient changer. Au contraire, on observe qu'une fois confrontés à l'exercice du pouvoir, ils se radicalisent. D'ailleurs, Hitler avait tout fait dans les années 1929-1932 pour se rendre salonfähig, c'est un mot en allemand,
comme on dit en allemand, c'est-à-dire capable d'être accueilli dans les salons. Il avait donné des gages à tout le monde, à toutes les élites possibles et imaginables, pour dire ne vous inquiétez pas, nous sommes raisonnables, rationnels, comme vous. Fin de citation, fermez les guillemets. Une étude réalisée en 2022 par des spécialistes du droit public du Parlement européen pour le groupe des écologistes a évalué les capacités de résistance du système judiciaire français face à un potentiel choc autoritaire. La conclusion du rapport? La voici. La France semble particulièrement mal placée pour résister à un processus de démantèlement des contre-pouvoirs qui serait organisé par une nouvelle majorité autoritaire. La sénatrice Mélanie Vogel résume ainsi la situation. Il faut 18 mois en France pour détruire l'état de droit. Dans un essai paru en 1995 sous le titre original de Your Fascism, Umberto Eco, c'est un auteur que j'aime bien, Umberto Eco définit les signes avant-coureurs du basculement d'un régime dans le fascisme. Cette grille d'analyse comprend notamment le culte de la tradition et le rejet de la modernité, l'irrationalisme et le refus de toute pensée critique, la méfiance envers l'intellectualisme, la peur de la différence et le racisme, l'appel aux classes moyennes frustrées, un nationalisme obsessionnel et une xénophobie assumée, le machisme et le mépris pour les faibles, un populisme sélectif, incarné par un leader fort représentant la volonté du peuple, et l'usage d'une novlangue. Novlangue, ça veut dire, c'est un terme pour dire nouvelle langue en gros. Et l'usage donc d'une novlangue appauvrie pour limiter la pensée critique. On ne peut qu'être troublé par ces critères et noter les similitudes frappantes avec les thèmes et les méthodes proposées par le parti, et de plus en plus imposées dans le débat public. L'étude de l'évolution des partis d'extrême droite en Europe et au cours de l'histoire montre que le basculement depuis un système démocratique vers un gouvernement autoritaire est un processus continu de fait de petits renoncements et d'incitations, jusqu'à ce qu'un point de non-retour soit atteint. À ce titre, assurer que le Rassemblement national ne s'engagera pas sur cette voie de l'autoritarisme revient à faire preuve d'aveuglement. Et voilà, fin du premier chapitre. Je t'aime.